Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré aux risques routiers. Ce webinaire vous est proposé dans le cadre des journées de la sécurité routière au travail qui ont lieu cette semaine. La présentation va se dérouler sur 45 minutes avec plus 15 minutes de questions à la fin. Pour votre information, les micros et caméras sont désactivés, mais vous pouvez poser vos questions sur la partie chat. Le webinaire est enregistré et sera disponible sur YouTube. Donc, je me présente, je suis Anne Monnier, infirmière au service de santé du SSTI 33, et ma collègue va se présenter. Donc, Stéphanie Choury, infirmière en santé au travail au service le SSTI 33. Arrête avec ta souris. Hop. Au sommaire de ce webinaire, une première partie présentera des éléments de contexte avec les chiffres de l'Observatoire national international de la sécurité routière et abordera les notions d'accident de trajet et d'accident de mission. La deuxième partie se concentrera sur le rôle de l'employeur dans la prévention des accidents routiers, comment les entreprises peuvent-elles promouvoir la sécurité lors de leurs déplacements professionnels. Nous verrons comment chaque salarié peut aussi contribuer à cette prévention. La troisième partie explorera les moyens de prévention spécifiques liés aux déplacements, aux véhicules et accessoires et abordera la conduite responsable en mettant l'accent sur les bonnes pratiques à adopter. Et pour conclure, un résumé des principaux points à retenir. J'espère que vous nous entendez et que vous nous voyez bien. Alors, on va commencer par les chiffres clés. Là, j'arrive pas. Donc, par contre, excusez-moi. Donc, on va commencer par quelques chiffres clés. À savoir que déjà, la mortalité, le risque routier est la première cause de mortalité au travail. Ça concerne à peu près 27 millions de personnes. Et on constate qu'un accident de la route lié au travail arrive toutes les 10 minutes. 5% des accidents mortels de la route dans le cadre des missions professionnelles. Et si on ajoute les accidents de trajet, en tout cas en 2020, d'après les sources de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, on arrive à 18%. Donc, selon les routes empruntées, que ce soit autoroute, en agglomération ou hors agglomération, ce que vous pouvez voir sur les petits schémas qui sont en dessous, le nombre de tués sur les trajets domicile-travail et le nombre de tués sur les trajets professionnels, voilà, est quand même plus important pour ceux qui empruntent dans leur mission. Je pense aux commerciaux, aux chauffeurs poids lourds qui, eux, empruntent l'autoroute. Et bien forcément, il y a plus d'accidents sur cette voie d'axe routier. Par contre, les trajets domicile-travail, on a plus d'accidents au niveau hors agglomération, puisque les gens, en fait, habitent parfois en dehors des villes ou en ville. Encore quelques petits chiffres clés concernant cette fois-ci les personnes qui se déplacent en deux roues motorisées ou vélo. Ça concerne 2% des trajets domicile-travail. Alors là, on remarque que 50% des personnes tuées sont sur les trajets domicile-travail.
Et hors agglomération, 33%, ça représente 33% des personnes. Effectivement, les personnes en ville prennent plus souvent, de plus en plus souvent d'ailleurs, ces transports de roues, que ce soit motorisés ou vélo. On observe aussi que les personnes les plus concernées par ces accidents, la tranche d'âge la plus concernée est 20 à 39 ans. Et on constate plus d'accidents entre juin à octobre. Voilà. Alors ça s'explique peut-être parce que quand il fait pas beau, ou quand il y a du brouillard, quand il pleut, quand il y a du verglas, les gens sont beaucoup plus attentifs, font beaucoup plus attention que quand il fait beau, eh bien, on relâche un petit peu l'attention. Voilà, ça c'est quelqu'un de la sécurité routière qui m'avait donné cette explication-là. Donc là, je vais passer la parole. Alors, on va d'abord aborder quelques définitions. On va voir quelques définitions concernant l'accident de trajet, l'accident de mission. Mais déjà, l'accident de travail, c'est-à-dire qu'un salarié qui est sur la route, c'est une personne qui travaille. Et l'accident de travail, donc il y a des codes de la sécurité sociale qui disent que est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ça, c'est la définition de l'accident de travail. Et dans le risque routier, on distingue l'accident de trajet et l'accident de mission, hein, et les deux sont assimilés à un accident de travail. Donc, l'accident de trajet, lui, il est défini comme un événement soudain et imprévu qui vous a causé un dommage corporel et qui s'est produit entre les points suivants: votre résidence et votre lieu de travail. Votre lieu de travail est le lieu de restauration où vous vous rendez pendant la pause repas. L'accident de mission est défini comme un accident survenu lorsque le salarié est en mission, c'est-à-dire en déplacement, ou lorsqu'il exécute une tâche sur un lieu qui n'est pas le lieu habituel de son travail. Donc ça, ce sont vraiment les définitions. Donc les responsabilités, elles sont partagées, hein. Le salarié qui est en mission et qui emprunte donc un véhicule de l'entreprise ou qui a un véhicule de fonction, eh bien lui, il se doit de respecter le code de la route et il est en infraction si il cause des accidents corporels. C'est de sa responsabilité. Mais l'employeur, lui, il a aussi une responsabilité puisqu'il met à disposition un véhicule aux salariés et donc c'est à lui de prendre toutes les mesures pour que ce véhicule, on le verra plus tard, soit tout à fait conforme et ne mette pas la vie du salarié en danger. Alors, sur la deuxième partie, le rôle de l'employeur et des salariés. D'abord, donc, le rôle de l'employeur. L'employeur a la responsabilité de vérifier que chaque salarié détient un permis de conduire en cours de validité et qui correspond au type de véhicule qu'il utilise dans le cadre professionnel. À travers le contrat de travail ou le règlement intérieur ou une note de service, il peut prévoir des vérifications périodiques du permis de conduire. Il est important de souligner qu'il peut demander si le salarié détient toujours son permis de conduire, mais il ne peut pas lui demander le nombre de points qu'il détient. Il peut également préciser que le salarié doit immédiatement informer l'employeur en cas de suspension ou de retrait de son permis de conduire. Il doit bien entendu encadrer les pots d'entreprise, tous les moments conviviaux en entreprise. Et pour les postes de sécurité, l'employeur peut avoir recours à des tests d'alcoolémie ou à des dépistages de drogue. Cependant, ces mesures doivent être proportionnées à l'objectif recherché et respecter les droits du salarié.
Le risque routier encouru en mission fait partie intégrante des risques professionnels, comme l'a dit tout à l'heure Anne, et doit être évalué à ce titre dans le document unique d'évaluation des risques professionnels de l'entreprise, avec une réflexion à mener sur le choix des véhicules et des équipements de sécurité, le suivi et l'entretien, la mise en place d'une charte du conducteur et l'établissement des règles concernant l'utilisation des véhicules de service, véhicules de fonction. En résumé, l'employeur doit veiller à la sécurité routière de ses salariés en vérifiant donc les permis de conduire, en encadrant les événements sociaux et en adoptant des mesures de prévention appropriées et en informant les salariés de ces mesures. De son côté, le salarié donc, a lui aussi une obligation de sécurité. Il doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou missions au travail. Conformément aux instructions de l'employeur, il incombe donc à chaque salarié de suivre les directives concernant l'utilisation des équipements de travail, les moyens de protection et les instructions pour les tâches à accomplir. En ce qui concerne le respect du code de la route et du règlement intérieur, le salarié doit informer immédiatement l'employeur de tout incident ou accident de la circulation routière dans lequel il est impliqué. De plus, il doit signaler tout problème concernant l'état du véhicule au moment de son départ ou de son retour à l'entreprise. Et les représentants du personnel ont également un rôle à jouer, notamment en alertant la direction et en participant à la démarche globale de sécurité. Pour ce qui est donc de la prévention, donc en premier lieu, les risques liés au déplacement. Donc l'idée étant d'optimiser l'organisation du travail en cherchant des moyens alternatifs pour éviter ou limiter le déplacement. Ça peut être le télétravail, la visioconférence ou la centralisation des tâches. Lorsque les déplacements sont inévitables, les planifier soigneusement en tenant compte des temps de pause nécessaires pour le conducteur, de la durée de la journée de travail et des contraintes prévisibles comme les heures de pointe. Voilà. Et donc programmer l'itinéraire, donc avant de partir, prendre en compte donc le trafic, comme on vient de dire, les éventuels travaux sur la route, les conditions météorologiques, brouillard, pluie, et cetera. Ça permettra de réduire la charge mentale et le stress lié au déplacement. Et ne pas oublier également que, les trajets trop familiers, nous rendent moins vigilants. Concernant les risques liés aux véhicules, parmi les documents équipements obligatoires, on retrouve donc la carte grise du véhicule et le permis de conduire. Lors d'un contrôle par les forces de l'ordre, c'est le timbre sur la carte grise, qui va être utilisé pour référence et non pas la vignette sur le pare-brise. Dans les équipements, le triangle de signalisation permet de signaler donc au conducteur la présence d'un véhicule en panne ou en arrêt d'urgence, lorsque celui-ci est immobilisé au bord d'une route. Sur une route classique, il doit être disposé à 30 mètres du véhicule et sur une autoroute à 150 mètres. L'absence de triangle de présignalisation dans un véhicule est sanctionnée par une contravention de 4e classe avec une amende de 135 €. Et les mêmes dispositions s'appliquent au défaut de gilet de sécurité, mais lui doit être à portée de main dans le véhicule. Concernant les réglages des rétroviseurs, donc le rétroviseur intérieur doit permettre de voir toute la vitre arrière et les rétros extérieurs doivent permettre d'avoir une bonne visibilité sans avoir à se pencher. Le repère, c'est la poignée de la porte arrière située dans l'angle en bas à droite du rétroviseur. Toujours dans les risques liés au véhicule, donc il est nécessaire de vérifier de manière régulière l'état du véhicule que l'on utilise. Que le moteur ne fuit pas de taches sous la voiture. Les feux doivent être en bon état de marche. Le pare-brise doit être équipé d'au moins un essuie-glace en état de marche et d'un dispositif lave-glace. Et les pneus sont suffisamment gonflés et en bon état. Et vérifier effectivement qu'aucun voyant d'alerte ne reste allumé. Donc les voyants, comme on peut voir sur le tableau de droite, les voyants sur le tableau de bord sont des témoins lumineux qui informent sur le véhicule. Donc pour rappel, orange ou jaune, ce sont des témoins d'alerte. Ils signalent un problème qui ne constitue pas une urgence immédiate, mais doit être rapidement pris en compte. Dans ce cas, le souci ne vous empêche pas de rouler, mais nécessite une intervention rapide. Rouge, ce sont des témoins d'alarme. Ils indiquent un problème qui doit vous conduire à vous arrêter immédiatement, car votre voiture ne peut pas circuler ainsi. Et vert et bleu, ça concerne les feux du véhicule.
Concernant les risques liés à l'installation, donc il est important d'adopter une bonne posture, déjà pour commencer, pour monter et descendre de son véhicule. C'est un acte anodin, mais lorsqu'il est ponctuel, mais lorsqu'on utilise beaucoup son véhicule, on est amené à le faire de manière répétée. Donc se mettre perpendiculaire au volant et rentrer les 2 jambes pliées en même temps et idem pour sortir du véhicule. Adopter aussi la bonne posture dans la voiture. Donc, comme vous pouvez voir sur le schéma, vous devez pouvoir toucher le volant sans décoller les épaules du siège. La jambe est semi-fléchie avec l'embrayage à fond et si c'est une automatique, le procédé est le même en posant le pied gauche sur le côté. Le dossier est légèrement incliné pour une meilleure répartition des pressions sur l'ensemble du dos. Pour ce qui est de la hauteur, le regard est au milieu du pare-brise et les hanches au même niveau que les genoux. On peut passer une main entre le volant et les jambes. Heu, on peut ajuster aussi la hauteur et l'épaisseur du soutien lombaire de façon à, combler le creux, au niveau des lombaires et on peut utiliser si besoin un petit coussin. En ce qui concerne la ceinture de sécurité, pour être bien mise, elle doit être en contact avec les parties rigides du corps, donc l'épaule, le thorax et le bassin. Elle doit être positionnée bien à plat pour assurer un maximum d'efficacité et la sangle inférieure doit passer sur le haut des cuisses et non pas sur le ventre. Pour rappel, le port de la ceinture de sécurité pour les femmes enceintes, en plus d'être obligatoire, est nécessaire car il protège à la fois la mère et l'enfant en cas de collision. Pour la prévention des risques liés à l'usage du téléphone, donc il est interdit de tenir son téléphone en main ou de porter des oreillettes. C'est 135 € d'amende et 3 points. L'utilisation du système Bluetooth est tolérée légalement, mais ne doit pas être inclus comme une solution dans l'organisation de travail. C'est un mode dégradé. Devenu indispensable donc à la pratique professionnelle, les besoins en communication, donc téléphone, GPS, doivent faire l'objet d'une analyse précise et d'un protocole d'utilisation pour garantir l'usage, le plus, sûr. Donc c'est communiquer, à l'arrêt uniquement, des renvois automatiques des appels, fixer des plages d'appels, sur les temps de pause, installer l'application mode conduite qui met le téléphone portable en veille quand on conduit et délivre un message d'indisponibilité à tous ceux qui appellent ou envoient un SMS. Voilà, c'est une réflexion à mener, au sein de l'entreprise. Concernant les risques liés aux 2 roues, donc les vélos, donc un vélo en bon état et bien équipé contribue à garantir votre sécurité et celle des autres usagers de la route. Le casque n'est pas obligatoire, pour les plus de 12 ans, mais il est fortement recommandé car il réduit de 70 la gravité des blessures à la tête lors d'un accident. À vélo, ne restez pas dans les angles morts des bus et des poids lourds, plus grands que c'est des voitures. Utilisez le sas à vélo, qui est encore trop souvent ignoré et vous avez donc sur le côté une infographie sur les différentes, classes de verbalisation du cycliste. Donc le port d'écouteurs fait partie des contraventions les plus onéreuses, auxquelles sont potentiellement soumis les cyclistes, donc 90 € d'amende, c'est une classe 4. Et en dernière réflexion, donc par rapport au vélo, dans le cadre du travail, réfléchir donc à avoir un vélo adapté à l'activité, vélo de ville, vélo cargo, remorque et pour le transport de marchandises, boîte à outils et cetera, à l'avant, à l'arrière, sur le dos, enfin voilà. Hop, un petit focus sur les panneaux et surtout sur, le panneau triangulaire sous les feux avec une flèche permettant aux cyclistes de passer au feu rouge, tout en laissant la priorité aux piétons et aux véhicules qui ont le feu vert. Donc c'est ce fameux, panneau qui permet donc aux cyclistes de, transformer un feu en céder le passage. Donc on peut passer, mais on insiste sur le fait que, on n'a pas la priorité. Pour ce qui est des engins de déplacement, personnel motorisés, donc c'est des véhicules sans place assise, équipés d'un moteur avec une vitesse entre 6 et 25 km/h et conçus pour une seule personne. En 4 ans donc, le nombre d'accidents, d'engins de déplacement, personnel motorisés a été multiplié par 2,8 et la gravité de leurs blessures est également en forte hausse. Comme à vélo, le port du casque n'est pas obligatoire mais fortement recommandé.
de nuit ou de jour par visibilité insuffisante, y compris en agglomération. On doit porter donc un équipement rétro-réfléchissant, donc ça peut être un gilet, un brassard, une veste. Pour circuler sur la voie publique, les engins ne doivent pas rouler à plus de 25 km/h. Et il est conseillé de circuler à 1 mètre du trottoir et des voitures stationnées pour éviter les ouvertures de portières et les surgissements d'enfants. Donc les EDPM, ils doivent être équipés de feux de positionnement avant et arrière, de dispositifs rétro-réfléchissants et d'un système de freinage et également d'un avertisseur sonore. Et pour information, donc un décret publié le 1er septembre 2023 a relevé à 14 ans l'âge minimum pour conduire une trottinette électrique. Et pour utiliser une trottinette électrique, y compris les trottinettes en libre service, vous devez avoir une assurance de responsabilité civile. Alors, comment prévenir les risques liés à la fatigue? Déjà, on a souvent tendance à confondre fatigue et somnolence, qui sont d'ailleurs responsables d'un accident mortel sur 3, hein. La fatigue, elle, on la définit comme une sensation d'affaiblissement physique et moral qui survient à la suite d'un effort soutenu. Seul le repos permet de répondre efficacement à ce besoin en restaurant un bon niveau de forme et de performance. Donc les signes qui doivent nous alerter, ce sont lorsque on ressent une raideur au niveau de la nuque, des douleurs dans le dos, qu'on commence à avoir un peu le regard fixe et avoir des difficultés de concentration. Dans ces cas-là, il est nécessaire de faire une pause active en vous divertissant, c'est-à-dire ça peut vous arrêtez votre véhicule, vous descendez, vous étirez, vous pouvez faire des jeux ou des activités. La somnolence, elle, on la définit comme un état intermédiaire entre la veille et le sommeil, caractérisé par une tendance irrésistible à l'assouplissement si la personne n'est pas stimulée. Donc on voit bien que là, on passe à un stade quelque part plus dangereux, hein. On n'est plus sur de la fatigue, mais de la somnolence. Et les signes qui doivent nous alerter, c'est quand on commence à s'endormir de façon passagère, qu'on commence à avoir les paupières lourdes, à bâiller, avoir des périodes un peu d'absence et un désir fréquent de changer de position. Et devant donc tous ces signes, il est nécessaire de s'arrêter, mais pas que, et de dormir aussi. Stéphanie vous en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que pour certaines tâches de travail, c'est bien de privilégier dans ces cas-là la visioconférence ou les réunions téléphoniques, hein, si justement on a des longs trajets et si on est fatigué ou si on a tendance à la somnolence au volant. Il faut savoir que la moitié des accidents surviennent sur des trajets de moins de 2 heures. Et il y a des créneaux horaires à éviter, hein, entre 2 heures et 5 heures du matin et 13 heures et 15 heures, période qui se situe après le repas. Alors, on va poursuivre. Comment prévenir les risques liés à la vitesse? En effet, la vitesse est la première cause de mortalité routière. Pourquoi? Parce qu'elle diminue le champ visuel, elle augmente la distance d'arrêt et du coup, aggrave les accidents. Alors, on parle de distance totale d'arrêt, DA, qu'on peut décomposer en 2 parties, la distance de réaction et la distance de freinage, que vous voyez d'ailleurs sur la diapositive. La distance de réaction est la distance parcourue pendant le temps de réaction du conducteur. C'est-à-dire que le temps que le conducteur comprenne qu'il y a un obstacle et qu'il déplace son pied sur le frein. Alors ça va dépendre de pas mal de choses, hein, de l'état du conducteur, de sa fatigue, si jamais il est alcoolisé, sous l'emprise de drogue, s'il est au téléphone. Ça va dépendre également de la visibilité. Est-ce que on conduit, enfin, est-ce que c'est la nuit? Est-ce qu'il y a du brouillard? Est-ce qu'il y a de la neige? Et puis de la vitesse.
La distance alors ça c'était pour la distance de réaction. La distance de freinage, c'est, donc on a vu la distance parcourue pendant tout le temps du freinage. Elle dépend de l'état du véhicule. Stéphanie vous en a parlé tout à l'heure, les pneus, très important, les freins. Elle dépend de la route aussi, parce que est-ce que la route, il pleut, est-ce que la route est sèche, et puis également de la vitesse. Donc la vitesse, vous voyez sur la diapositive aussi que la vitesse, on le voit très bien, plus on roule vite et plus le champ visuel se réduit. Hein, à 40 km/h, on voit le camion sur la gauche qui va s'engager, on voit le cycliste sur la droite un peu plus loin, les randonneurs encore un peu plus loin, les deux personnes qui jouent au ballon, et à 130 km/h, eh bien, on voit juste le panneau, donc le champ visuel est vraiment réduit lorsque la vitesse est importante. Alors là, c'est le barème des sanctions concernant les excès de vitesse. Donc, quand on dépasse, ça peut être important, hein, et notamment en cas de récidive. On peut aller jusqu'à 3 750 € en cas de récidive, et des retraits de points et des retraits de permis. Voilà, donc plus on roule vite, plus les amendes sont importantes. Le retrait des points est important, et on encourt aussi un retrait de permis. Alors, prévenir les risques liés à l'alcool, pour conduire en sécurité, il est important de percevoir, d'analyser, décider et agir. Toutes les décisions que nous prenons pour la conduite d'un véhicule, tous les gestes que nous effectuons résultent de ce que l'on a vu. Alors évidemment, quand on est sous l'emprise de l'alcool, on a nos gestes sont modifiés, hein, ils peuvent être mal coordonnés, moins précis, moins rapides. On l'a vu pour la vitesse, mais il y a aussi une réduction du champ visuel, une mauvaise estimation des distances et des vitesses, de la perception des contrastes et de la couleur rouge, par exemple, parce que du coup, vous voyez, le feu rouge, on le voit pas, on le perçoit pas de la même façon quand on est sous l'emprise d'alcool. Il peut y avoir aussi une grande sensibilité à l'éblouissement et une fixité du regard. Les autres fonctions altérées, ça va être le temps de réaction, les troubles de l'audition, une diminution des capacités de choix et de raisonnement, une baisse de la vigilance et une augmentation du risque de s'assoupir au volant. Les attitudes aussi sont modifiées, on sous-estime le danger, il y a une plus grande prise de risque, hein. Donc tout ça, ce sont les effets de l'alcool lorsque l'on est au volant. Alors, on observe aussi sur la diapositive qu'à quantité égale d'alcool, la femme a un taux d'alcool plus fort. On observe toutefois que le taux d'élimination est le même. Et vous voyez aussi, toujours sur la diapositive, que ce soit du vin, de la bière, ou d'autres, on a toujours une même dose d'alcool. Donc, à partir de 0,20 grammes par litre, l'estimation des distances est faussée et la vision latérale est moins bonne. À partir de 0,40 grammes par litre, là, on a vraiment des troubles de la vision latérale. Alors, prévenir les risques liés aux drogues. Comme l'alcool, la prise de drogue n'est pas
compatible avec la conduite du travail en général, hein. Donc, le THC, qui est la principale molécule active du cannabis, est responsable des effets sur le système nerveux. Alors, plus le joint est dosé ou plus le cannabis est consommé, plus la présence de THC est importante et donc plus les risques sur la route augmentent. La conduite sous l'emprise de stupéfiants, que ce soit du cannabis, cocaïne, ecstasy ou d'autres, constitue un délit qui expose aux mêmes sanctions que la conduite avec un taux d'alcool supérieur ou égal à 0,8 g par litre de sang. Alors, si le conducteur est contrôlé positif aux stupéfiants et présente également une alcoolémie supérieure ou égale à 0,5 g par litre de sang, il encourt une peine qui peut atteindre 9 000 € et jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Alors, on l'a vu, hein, les drogues agissent sur le cerveau et modifient son activité, ce qui a pour conséquence une perte du contrôle de la trajectoire et une coordination moins bonne des gestes. On a un allongement du temps de réaction et de décision, une diminution de l'attention, de la vigilance et de la mémoire immédiate, ce qui peut être embêtant parce que si un piéton traverse et que vous êtes sous l'emprise de drogue, de cannabis, vous allez oublier très vite que ce piéton s'est engagé sur la route et vous risquez de le percuter. Il y a une modification dans l'appréciation des distances et dans l'appréciation du risque. Il faut savoir que 21% des accidents mortels impliquent un conducteur ayant consommé des drogues, ce qui est quand même important. Alors, prévenir les risques liés aux drogues, il existe des dépistages. Donc, la consommation de stupéfiants est strictement interdite selon la législation française, hein. Conduire après avoir consommé de la drogue, on encourt jusqu'à 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Alors, en cas d'alcoolémie positive, jusqu'à 3 ans de prison et 9 000 € d'amende, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende en cas d'accident corporel et jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende en cas d'accident mortel. Donc, et la récidive dans les 5 ans, et là, il y a annulation du permis, hein. Ce n'est pas retrait du permis, c'est annulation du permis en cas de récidive. Alors, je parlais des dépistages tout à l'heure. Ils peuvent être systématiques, ces dépistages, lors d'un accident corporel. Ça, on n'y échappe pas. Ils sont fréquents en cas d'accident matériel, d'infraction au code de la route, en cas de soupçon d'une consommation de stupéfiants. Et ils peuvent être également aléatoires à tout moment, même en absence d'accident, d'infraction ou de raison de soupçonner une consommation de drogue. Le dépistage, lui, est réalisé au moyen d'une analyse d'urine ou d'un test salivaire. Si le test est positif, à ce moment-là, il y a une prise de sang ou une analyse salivaire. Il faut savoir que la simple présence de stupéfiants, que ce soit toujours du cannabis, cocaïne, héroïne ou ecstasy, caractérise l'infraction. Et en cas d'accident, l'assureur n'indemnisera pas le conducteur. Alors, prévenir les risques liés aux médicaments. Alors, c'est vrai qu'on parle régulièrement des effets de l'alcool et de la drogue sur la conduite, mais on a souvent tendance à oublier ou à minimiser les effets des médicaments. Pour certains d'entre eux, c'est vrai que certains d'entre eux peuvent constituer un risque tout aussi dangereux pour la conduite du fait de leur action, toujours sur le système nerveux. En France, 3,4% des accidents de circulation mortels sont liés à une prise de médicaments. Et effectivement, il y a une incidence sur l'aptitude à conduire, hein. Donc, ce qui est important, c'est que avant de prendre des médicaments, et surtout avant de prendre des médicaments que vous n'avez jamais pris et que votre corps ne connaît pas, il faut absolument prendre connaissance des pictogrammes sur la boîte de médicaments.
Alors ça concerne beaucoup de médicaments, les somnifères, les anxiolytiques, les neuroleptiques, les antidépresseurs, les antalgiques, les médicaments contre la toux aussi. Il faut effectivement éviter l'automédication ou l'arrêt d'un médicament sans l'avis de votre médecin traitant. Ça, c'est valable pour les antidépresseurs, on le sait, il ne faut pas les arrêter brutalement. Et vous pouvez toujours demander, de toute façon, conseil au médecin traitant en cas de doute ou au pharmacien. Donc, sur les boîtes de médicaments, vous avez 3 pictogrammes, pictogramme jaune, orange et rouge. Donc, jaune, en général, il faut consulter, il faut faire attention, il faut être vigilant. Orange, il faut consulter votre médecin avant de consommer ce médicament. Et rouge, là, il ne faut absolument pas conduire sous l'emprise d'un médicament qui aurait un pictogramme rouge. Quels sont les effets sur le comportement des médicaments? Ils entraînent, comme l'alcool, comme les drogues, des troubles de la vigilance, des troubles de la vision, des troubles du comportement, de l'équilibre, et peuvent aussi engendrer des nausées, des vomissements. Il faut savoir qu'on retrouve chez 3% des accidentés de la route la prise récente d'un médicament potentiellement dangereux pour la conduite. Donc, la consommation de somnifères, on l'a vu, ou de tranquillisants, est incompatible avec la conduite. Voilà. Alors, les points de vigilance et état de santé du conducteur. Alors, quelque chose qui n'est pas forcément connu, la responsabilité du conducteur, c'est-à-dire que quand on prend un véhicule, on doit être en capacité de savoir si notre état de santé est compatible avec le fait de prendre le volant. Et ça, à ce moment-là, si ce n'est pas le cas, eh bien à ce moment-là, c'est bien de consulter son médecin traitant. Le médecin traitant, lui, il a une obligation d'informer son patient en cas d'affection susceptible d'être incompatible avec la conduite ou nécessitant un aménagement de permis de conduire. Ça, c'est un arrêté de la Cour de cassation du 25 février 1997. C'est important parce que je pense que c'est assez méconnu. Le médecin, lui, il est tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient et qui lui incombe de prouver qu'il a exécuté, et il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation. Donc le médecin, lui, il faut qu'il prouve qu'il a dit à son patient, eh bien écoutez, il n'est pas, vous ne pouvez pas conduire dans l'état où vous êtes, vous avez une pathologie, vous avez des problèmes de santé, et donc le médecin se doit de renseigner son patient et de lui dire de consulter des médecins agréés et de lui dire qu'il peut consulter le site internet de la préfecture pour avoir la liste de ces médecins agréés. Alors, le médecin agréé, lui, c'est vrai que lui, il va vérifier et il va pouvoir donner son avis, à savoir si la personne peut conduire ou elle est dans une incapacité temporaire de conduite ou dans une incapacité définitive de conduite. Alors, il y a plusieurs affections médicales, hein. Il peut y avoir plusieurs pathologies ophtalmiques, déficit avec des déficits ORL, neurologiques, psychiatriques, quelqu'un qui aurait des problèmes d'addiction aussi, des problèmes cardiovasculaires, qui serait diabétique, aurait un déficit au niveau de l'appareil locomoteur, ou alors des pathologies pulmonaires ou rénales. Donc, l'incompatibilité temporaire à la conduite, alors je vous ai mis quelques exemples, hein, parce qu'il y en a plusieurs, mais ça peut être, alors, une incompatibilité temporaire à la conduite, ça peut être prise de médicaments avec pictogramme, on l'a vu tout à l'heure, rouge, où là, il ne faut absolument pas conduire. Mais ce n'est pas définitif, c'est juste le temps
que vous preniez ces médicaments-là. Une fois que vous les arrêtez, vous pouvez de nouveau conduire. Ça peut être aussi après chaque dialyse, en raison d'une baisse de vigilance. On sait que les personnes qui sont dialysées, bon, c'est pas anodin une dialyse, il y a une baisse de vigilance, donc ces personnes-là, on va leur dire temporairement de ne pas conduire. Je vous ai mis un exemple d'incompatibilité médicale définitive à la conduite, donc prononcée par un médecin agréé. Ça va être si l'acuité visuelle binoculaire des deux yeux est inférieure à 5/10, avec des corrections. Donc, voilà. Donc là, je vais passer la parole à ma collègue Stéphanie. Donc, les points clés à retenir. Donc, l'accident de trajet comme l'accident de mission sont assimilés à des accidents du travail. Il y a une législation qui fait que les responsabilités, il y a les responsabilités de chacun, donc de l'employeur, comme on l'a vu tout à l'heure, du salarié, et donc le respect du code de la route. Les accidents de trajet et de mission, enfin la conduite de manière générale, donc est un risque professionnel qui doit être évalué au niveau du document unique et doit prendre en compte les risques liés au véhicule, au comportement et les risques physiques, et que la conduite est à proscrire avec la prise de certains médicaments, d'alcool, de drogue, de téléphone et accessoires qui perturbent la vigilance, et qu'on doit également faire attention à la somnolence. Voilà. Est-ce que vous voulez donc passer au temps des questions?